C'est l'heure de vous informer, mesdames, messieurs, pour cette édition de journal. Encore une fois, bonjour et bienvenue. Avant tout d'abord, le principal titre. À la une de l'actualité, après l'interruption du courant électrique par la Zambie et l'annonce de la Société nationale d'électricité sur l'acquisition de 3 générateurs de plus de 700 kVA pour alimenter Sakanya, Mokambo et Kasinga, le doute plane encore sur l'efficacité de cette alternative malgré les affirmations de la SNEL. Et puis, début ce 28 février 2026 de la campagne électorale pour la présidentielle au Congo-Brazzaville. Vous aurez les détails au cours de cette édition de journal. Encore une fois, bonjour et bienvenue. Nous ouvrons cette édition de journal par cette information. Plusieurs dossiers stratégiques ont été examinés ce vendredi 27 février 2026 au cours de la 80e session ordinaire du Conseil de ministres tenu à Kinshasa à la Cité de l'Union africaine sous la présidence ou la conduite de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez. La communication du président de la République a porté sur 2 points principaux, à savoir de l'exécution des instructions et directives présidentielles données en Conseil de ministres. Le président de la République tient à une mise en œuvre diligente, rigoureuse et conforme à ces instructions données lors des réunions successives du Conseil des ministres. Ces instructions, a-t-il rappelé, procèdent directement de sa vision et de ses priorités stratégiques. Elles engagent sans équivoque la responsabilité, tant collective qu'individuelle, des membres du gouvernement, ainsi que de l'ensemble des institutions concernées. Ce qui constitue une exigence fondamentale de bonne gouvernance, de crédibilité de l'action publique et de l'efficacité de l'État. De ce fait, il a attiré l'attention des membres du gouvernement sur l'impérieuse nécessité de délivrer les résultats dans le temps leur imparti pour garantir la cohérence de l'action gouvernementale, l'atteinte des objectifs assignés et la redevabilité à l'égard du peuple congolais, seul détenteur de la souveraineté. Le contraire ne saurait en aucun cas être toléré dans le contexte actuel, marqué par une exigence accrue des résultats concrets, mesurables, vérifiables et perspectibles par les citoyens. La Première ministre a été chargée, avec l'appui de son cabinet, de procéder à un inventaire exhaustif, méthodique et documenté de l'ensemble des instructions présidentielles issues des réunions du Conseil des ministres. Le gouverneur de la Banque des États d'Afrique centrale et président en exercice de l'Association de banques centrales africaines, Yvan Ossana, a été reçu le vendredi 27 février 2026 à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette rencontre qui s'inscrit dans les cadres de travaux organisés par la Banque centrale du Congo a permis d'aborder les perspectives économiques et la sous-région. Il s'agit concrètement de relever notre forte dépendance au niveau Afrique centrale aux matières premières, qui se traduit par notre vulnérabilité sur le plan économique et notre forte exposition aux chocs extérieurs. Cela entraîne bien entendu la faiblesse de notre économie qui n'arrive à créer de l'emploi et à porter également une croissance plus dynamique, plus souhaitée. Nous enquérir de la situation macroéconomique sur place et aujourd'hui nous avons eu l'honneur d'être reçus par son Excellence M. Félix Tshisekedi, président de la République, qui a bien voulu nous accorder une audience et nous avons échangé avec M. le Président de la République des relations entre le Fonds monétaire international et la République démocratique du Congo, notamment dans le cadre du programme appuyé par la facilité élargie de crédit et également du programme du FMI qui permettent à l'institution d'appuyer les pays membres dans leur stratégie contre le changement climatique, la facilité pour la résilience et la durabilité. Parallèlement à notre visite, il y a une mission des services techniques du FMI pour faire le point
nous nous dirigeons vers la 3e revue de la FEC, la facilité élargie de crédit, et la 2e revue de la facilité pour la résilience et la durabilité. Nous espérons aller au conseil d'administration pour approuver ces 2 revues d'ici la fin du mois de juin. Et donc les équipes sont là pour évaluer la situation et essayer de préparer un rapport pour le conseil d'administration. Alors, nous connaissons les conditions un peu difficiles actuellement, notamment la situation à l'Est qui crée des pressions sur les dépenses publiques, notamment en termes humanitaires et sécuritaires. Et nous devons faire en sorte que le programme reste sur la bonne voie afin que la République démocratique du Congo remplisse les conditions qui permettraient d'aller au conseil d'administration du FMI. Et puis, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a présidé le vendredi 27 février 2026 une réunion technique avec une mission du Fonds monétaire international FMI, conduite toujours par Calixte Aokpoxi, chef des missions du FMI pour la République démocratique du Congo. On le suit. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des travaux préparatoires à la 3e revue du programme soutenu par la Facilité élargie des crédits, FEC en sigle, avec pour objectif principal la collecte des données relatives aux repères structurels. Les échanges ont porté sur des axes majeurs, notamment l'accord de partenariat stratégique et la fiscalité pétrolière. Concernant l'accord de partenariat stratégique, le vice-premier ministre, ministre de l'économie, a rappelé les principaux aspects économiques de cet accord signé le 4 décembre 2025 et entré en vigueur immédiatement. Il a notamment souligné la mise en place du comité de pilotage conjoint, organe central de mise en œuvre composé de 10 membres en raison de 5 représentants par parti. Ce comité a déjà tenu sa première réunion marquant le lancement officiel du processus. Daniel Mukoko Samba a également évoqué les projets structurants identifiés par la partie congolaise et soumis à la partie américaine, susceptibles de contribuer à la transformation des structures économiques de la République démocratique du Congo. Ces projets concernent notamment les secteurs miniers, infrastructurels, industriels, logistiques et stratégiques. Parmi eux figurent les corridors de Lobito, présentés comme un levier clé pour l'intégration économique régionale et le développement des infrastructures. S'agissant de la fiscalité pétrolière, le patron de l'économie nationale a indiqué que le dernier trimestre a enregistré un gain significatif pour l'État sur l'ensemble de l'année 2025. Toutes zones confondues, en comparaison avec l'année 2024, l'objectif poursuivi, a-t-il précisé, demeure l'atteinte des prix justes et transparents, tout en réduisant efficacement la dépense fiscale. À l'issue de la réunion, les chefs de mission du FMI, Calixte Aokpoxi, a salué la gestion rigoureuse de la fiscalité pétrolière par le gouvernement congolais. Parlons à présent de la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. En bref, c'est samedi 28 février 2026. Des affrontements ont éclaté entre l'AFC Barin 23 et les combattants Wazalendo alliés au FARDC dans plusieurs villages du territoire de Massissi. Des tirs d'armes lourdes et légères ont été entendus à Ndete, Mouanga, Machaki et Lukole, où les Wazalendo tentent de récupérer le contrôle de zones déjà occupées par l'AFC Bar en 23. De l'autre côté, arrivé à Bunia, chef-lieu de la province d'Ituri, le vendredi 27 février, le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji, s'est dit impressionné par la stabilité et l'avancée significative enregistrée durant l'état de siège de l'aéroport en pleine modernisation aux nouvelles infrastructures universitaires. Il a salué un élan de développement porteur d'espoir pour la région. Récit de Keren Kabedi. À son arrivée à l'aéroport de Bunia-Ituri, le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji, s'est rendu sur les chantiers de modernisation de l'infrastructure aéroportuaire. Il a été émerveillé de la stabilité ainsi que l'élan du développement enregistré en cette période de l'état de siège. Lors de son bref séjour dans la ville, le président de la Chambre basse du Parlement a notamment inspecté les travaux de modernisation de l'aéroport et les bâtiments modernes de l'université de Bunia.
Sur place, il a pu constater l'état d'avancement impressionnant de travaux, notamment la piste d'atterrissage qui est désormais presque entièrement achevée, témoignant d'une progression rapide et efficace du projet. C'est pas la première fois que j'arrive ici à Bunia, mais cette fois-ci j'ai atterri sur une piste exceptionnellement bien faite. Je n'ai pas senti la différence avec des pistes d'autres pays développés ou des pays asiatiques. Donc le travail sur la piste a été très bien fait parce que tout le monde à l'avion a réagi de la même façon que moi. Donc je voudrais féliciter l'entreprise qui a fait un travail de qualité. L'ingénieur vient de nous expliquer ici les standards, les normes internationales sont respectés. Et féliciter l'autorité provinciale pour l'encadrement, l'accompagnement, évidemment l'autorité nationale aussi. Visiblement satisfait, il n'a pas caché son enthousiasme face à cette réalisation majeure, appelée à renforcer la connectivité et à dynamiser le développement économique de la région. Il s'est clôturé ce week-end à Kananga, un forum national de leaders communautaires engagés pour partager les expériences de bonnes pratiques sur la masculinité positive et la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre. Pendant 3 jours, les participants venus de 3 provinces, à savoir Kinshasa, Kasaï oriental et Kasaï central. Ces assises sont organisées par le PNUD à travers le financement des Affaires mondiales Canada. Le reportage de Solène Tomamfika. Le Forum national des leaders communautaires engagés pour partager les expériences et bonnes pratiques sur la masculinité positive et la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre a pris fin ce vendredi à Kananga. Pendant 3 jours, les acteurs majeurs impliqués dans cette lutte venus de Kinshasa, du Kasaï oriental, Kasaï et Kasaï central ont décidé ensemble avec les autorités traditionnelles de lutter efficacement contre ces fléaux. Dans une déclaration lue par le chef coutumier, les participants ont réaffirmé leur engagement à œuvrer pour l'abolition totale des coutumes avilissantes à l'égard de la femme. Nous nous engageons à condamner publiquement et sans équivoque toutes les formes de violence basées sur le genre, quelles qu'elles soient les justifications culturelles, sociales ou religieuses. 2. Œuvrer activement à la transformation des normes sociales qui perpétuent les inégalités de genre en promouvant des valeurs de respect, de dignité, d'égalité et de non-violence. Séance tenante, plusieurs personnalités qui se sont distinguées dans la lutte contre les violences sexuelles et celles basées sur le genre, notamment à Kinshasa, Kananga et la ville de Tchimbulu, dans le cadre du projet JAD financé par les Affaires mondiales Canada à travers le PNUD, mis en œuvre par l'ONG Femmes Main dans la Main pour le développement intégral, ont reçu des trophées et diplômes de mérite de main du gouverneur de province. Ces personnes ont été sélectionnées par un jury composé de des divisions provinciales du genre premier enfant, de la société civile, ainsi que des élites techniques provinciales de la masculinité positive. Maître Alain Kateta, chef de bureau PNUD Kananga, a souligné que ces forums ouvrent la voie à l'abolition totale des coutumes avilissantes à l'égard de la femme. Nous avons vu que l'engagement collectif peut abolir des pratiques avilissantes et ouvrir la voie à une société plus juste et égalitaire. Ça, il faut le dire, que le gouverneur de province a également procédé à l'installation officielle de 2 importants services pour la première fois au Kasaï central. C'est notamment la cellule pour la masculinité positive ainsi que la vie femme. Ici, dans la province du Haut-Katanga, après l'interruption du courant électrique par la Zambie, la SNEL avait annoncé l'acquisition de 3 générateurs de plus de 700 kVA pour alimenter Mokambo, Sakanya et Kasenga. Malgré leur assurance donnée par la Société nationale d'électricité, le doute plane encore sur l'efficacité de cette alternative. Mais on connaît déjà le principal défi, faible puissance et coût exorbitant. Le client contraint à une consommation modérée, c'est que la SNEL ne dit pas dans ce dossier réalisé par Jean Bayot. Un groupe électrogène de 700 kVA peut alimenter entre 100 et 300 ménages, selon la consommation. S'il faut attendre 300, les ménages doivent se limiter uniquement à l'éclairage, pas plus. Malheureusement, que ce soit Mokambo, Sakanya ou Kasenga, toutes ces entités comptent des dizaines d'entreprises minières avec une forte demande en électricité. La démographie contraste également avec la puissance des générateurs.
À Mokambo, par exemple, la population est estimée à plus de 34 000, des milliers de ménages, alors que le générateur ne peut en alimenter qu'une centaine. En 2022, cette alternative était déjà expérimentée dans la ville de Kananga, au Kasaï central. 3 générateurs de plus de 800 kVA étaient installés pour desservir la ville. Quelques mois après, tout s'est arrêté suite au coût exorbitant du carburant. La ville était de nouveau dans le noir et les groupes électrogènes presque délaissés. Pour faire fonctionner un générateur de plus de 700 kVA, les dépenses en carburant peuvent aller jusqu'à plus de 1 500 $ américains le mois. Un autre détail, l'utilisation même de ces générateurs. La SNEL informe que ces derniers seraient connectés aux transformateurs pour augmenter leur puissance. Nous avons également vérifié. Techniquement, la connexion est possible. Elle sert principalement à élever la tension de l'électricité produite pour permettre son transport efficace sur une longue distance en réduisant les pertes par effet Joule. Mais les transformateurs ne créent pas de puissance, ils adaptent la tension. Et dans tous les cas, la consommation en carburant demeure le principal défi. Un dossier qui reste à suivre. Et puis, l'avenue de la Loano, située dans la commune de Kampemba, Lubumbashi, est dans un état de délabrement très avancé. À cette route relie le centre-ville de Lubumbashi à l'aéroport international de la Loano reste marqué à part de nombreux nids de poules, rendant la circulation difficile pendant cette période des pluies. Un reportage signé Rosalie Momo. C'est un véritable calvaire que la population de l'avenue de la Luano au quartier Kigoma, dans la commune des Kampemba, endure au quotidien. La route est dans un état de délabrement très avancé. Cette route, qui relie les centres-villes de Lubumbashi à l'aéroport international de la Luano, est marquée par de nombreux nids de poules et de flaques d'eau, rendant la circulation difficile, surtout pendant la saison de pluie. Les usagers de cette route sont principalement touchés par cette situation. Malgré les appels à l'aide de la population de ces coins de la ville, cette avenue semble avoir été oubliée par les autorités compétentes. Comme l'annonçait au sommaire, début de la campagne électorale présidentielle, c'est 28 février 2026 au Congo-Brazzaville. Le président sortant, Denis Sassou Nguesso, s'est présenté encore une fois. Il est candidat face à 6 autres personnes. L'élection est prévue pour le 15 mars prochain, mais le principal parti à l'opposition ne participe pas. Un récit signé Keren Kabedi. Le Congo-Brazzaville a officiellement lancé, le samedi 28 février 2026, la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle du 15 mars, censée durer 2 semaines. En liste, 7 candidats, notamment le président sortant, Denis Sassou Nguesso, 82 ans, qui a plus de 40 ans au pouvoir. Militaire de carrière, Denis Sassou Nguesso a dirigé une première fois le Congo sous le régime du parti unique de 1979 à 1992 avant de revenir aux affaires après une guerre civile en 1997. Il a annoncé début février sa candidature pour un nouveau mandat de 5 ans qui, selon la Constitution, doit être le dernier. La campagne débute samedi à Pointe-Noire, capitale économique et pétrolière du pays, située sur la côte atlantique, par un meeting du président et de son mouvement, le Parti congolais du travail. Elle s'achèvera le 13 mars, avant le premier tour de l'élection prévu 2 jours plus tard. Le président sortant Denis Sassou Nguesso affrontera 6 candidats de l'opposition ayant officialisé leur participation, dont le plus jeune, Gavet, 34 ans, du mouvement républicain, qui se lance pour la première fois dans la course. Mais l'opposition éclatée et muselée a peu de chances de l'emporter face au mouvement présidentiel qui promet une vague en faveur de son patriarche sur les affiches de campagne placardées au bord de route du pays. Élu en 2002, réélu en 2009, le chef de l'État congolais a pu se représenter et remporter le présidentiel de 2016 et 2021 après un changement de constitution qui a fait sauter en 2015 la limite d'âge qui est de 70 ans et porté à 3 le nombre possible de mandats de 5 ans.
C'est par cet élément que se referme complètement cette édition de journal. Pour ceux qui viennent de nous prendre diffusion en cours, avant de vous quitter, je vous rappelle le titre. Après l'interruption du courant électrique par la Zambie et l'annonce de la Société nationale d'électricité sur l'acquisition de 3 générateurs de plus de 700 kV pour alimenter Sakanya, Mokambo et Kasenga, le doute plane encore sur l'efficacité de cette alternative malgré les affirmations de la SNEL. Et puis, début ce 28 février 2026 de la campagne électorale pour la présidentielle au Congo-Brazzaville. Ce journal est complètement fini. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette semaine. On se fixe au rendez-vous très prochainement.